S'il y a un animé qui a fait beaucoup de bruit au printemps 2026, c'est bien Witch Hat Atelier, ou plutôt en français, l'Atelier des sorciers. Annoncé depuis 2024, le manga dessiné et écrit par Kamone Shirahama traînait derrière lui des attentes énormes de la part des fans dès l'annonce de son adaptation. Parce que l'œuvre est populaire, mais surtout parce que le studio derrière la production, c'est Bug Films, un studio très jeune qui s'était déjà fait remarquer en 2023 avec son premier animé Zom-San. Zom-San, c'est une série qui a connu de très grands moments en termes de qualité, on peut penser notamment à son premier épisode, mais qui s'est très rapidement retrouvé rattrapé par son planning. L'animé a vite tourné au vinaigre avec une succession de problèmes internes, finissant par devoir interrompre sa diffusion vers la fin, avant de la reprendre 3 mois plus tard. C'est donc une première impression plutôt mitigée qu'ont eu le droit la grande majorité des fans à l'annonce de l'Atelier des sorciers et de son studio. Mais si on ne va pas simplement répéter ce qui se dit sur internet, on va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et voir comment Bug Films est passé d'une production aussi chaotique que Zom-San à l'Atelier des sorciers, considéré par beaucoup comme le meilleur animé de l'année. Notre histoire remonte à la fondation même du studio. C'est en 2021 que Twin Engine, société mère de plusieurs studios d'animation, est venue proposer à un certain producteur de chez OLM, Hiroaki Kojima, de fonder le studio Bug Films. Il sera accompagné de 2 excellents artistes, Satoshi Nakano et Kazuki Kawagoe. Ces 3 noms ne vous disent peut-être rien maintenant, mais laissez-moi donc vous les présenter. En premier, nous avons donc Hiroaki Kojima, un producteur de l'animation qui a débuté au studio Seven Arcs vers la fin des années 2000, avant de finalement intégrer le studio d'animation OLM, en produisant des œuvres pas très populaires en France, comme par exemple Major Second. Il finit au bout d'un moment par produire des œuvres qui ont une plus grosse résonance chez nous, comme Komi-san Can't Communicate ou Summertime Rendering. Mais concrètement, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi son rôle en tant que producteur de l'animation? Pour faire simple, c'est le médiateur entre le comité de production qui finance l'animé et la production d'animation. C'est un peu le chef d'équipe du projet. C'est à lui aussi de construire son équipe en choisissant le réalisateur, le chara designer, etc., etc. C'est pour ça qu'on retrouve assez souvent des personnes en commun sur les différents projets qu'il a produits, comme par exemple un certain réalisateur nommé Ayumu Watanabe qui apparaît sur les 3 projets chez OLM que j'ai cités juste avant. Ensuite, il y a Satoshi Nakano, qu'on peut considérer comme l'ace de Bug Films. C'est un animateur très expérimenté et qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs projets du studio OLM. Pour les personnes qui ont déjà entendu son nom, c'est plus probable que ça soit pour ses excellents designs sur Pokémon Sun et Moon. Les animations de Nakano sont toujours extrêmement soignées et il est capable d'animer toutes sortes de choses différentes, ce qui fait de lui un animateur talentueux mais surtout complet et polyvalent. Et pour finir, nous avons l'étoile montante, l'une des pièces maîtresses de Bug Films, le réalisateur Kawagoe. Kawagoe débute au début des années 2010 au studio OLM en tant qu'assistant de production. Qu'est-ce qu'un assistant de production? C'est le rôle qui permet de faire le médiateur entre l'animateur et les autres maillons de la chaîne de production. Ce n'est pas un poste créatif, mais il est essentiel. Il gère les recrutements du staff freelance, la circulation des matériaux de production, le planning des épisodes, etc., etc. Et ça, du début jusqu'à la livraison. Ensuite, il a souvent 2 portes de sortie avec ce rôle. Soit la personne continue dans son rôle de producteur et devient de plus en plus haut gradé, comme bureau de production ou producteur de l'animation, soit il prend la voie de réalisateur. Car, qui de mieux placé qu'un ancien PA pour connaître le déroulement d'un projet et sa chaîne de production. Kawagoe a donc choisi celle du réalisateur. Il s'illustre sur des épisodes de Beyblade Burst pendant pas mal d'années, avant d'avoir sa première série complète en tant que réalisateur, Komi Can't Communicate, grâce à bien sûr Hiroaki Kojima, qui lui fera confiance pour sa première et dernière réalisation au sein du studio OLM. Malheureusement, on peut pas dire que la production se soit super bien passée, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est le planning, des deadlines plutôt serrés, mais surtout un manque de ressources. Et c'est la deuxième raison. Elle vient d'un élément que je vous ai caché. En réalité, sur Komi-san, Kawagoe était épaulé dans son rôle par Ayumu Watanabe, qui endossait celui de chef réalisateur. Ce rôle est un peu dur à catégoriser, car il dépend énormément des productions, mais la personne qui en hérite peut être présente à toutes les réunions et a le pouvoir de donner des directives. Le problème, c'est qu'en parallèle, Ayumu Watanabe réalise Summertime Render. Les 2 séries comptent chacune 24 épisodes, partagent quasiment les mêmes ressources et ont même partagé à un moment une saison où des épisodes des 2 sortaient. Cette période a cimenté la réputation de Kojima comme quelqu'un qui prend beaucoup de projets en même temps. Et quand quelques mois plus tard, l'annonce de la fondation de Bug Films et de Zom-San sort, le public qui connaissait la réputation de Kojima a commencé à douter. Alors oui, Kojima possède d'excellents contacts d'animateurs et de réalisateurs, la série Zom-San était confiée à l'illustre Kawagoe qui en plus nous a offert avec l'épisode 1 de l'anime l'un, si ce n'est le meilleur épisode de l'année 2023, mais malgré ça, comme attendu, les problèmes de production interne se sont ressentis très rapidement. Parmi les éléments les plus visibles de ces problèmes, autres que les crédits, c'est l'opening, qui a mis 9 épisodes avant d'avoir sa version complète, et la diffusion de la série, qui a dû être interrompue avant de reprendre 3 mois plus tard pour seulement 3 épisodes. C'est dans ce contexte pas très favorable que le 5 juillet 2024 sort la première annonce et le premier trailer de l'Atelier des sorciers.
Le réalisateur annoncé, Ayumi Watanabe, est un vétéran de l'animation japonaise. Il est dans l'industrie depuis le début des années 70 et il se fait un nom en rejoignant en 76 le studio Shinei Doga. Là-bas, il travaille sur le classique Doraemon, animé sur lequel d'ailleurs il fait une grande partie de sa carrière. Il y travaille aux côtés de l'illustre Eiichi Nakamura, faisant partie des premiers designers de Doraemon, avant de lui-même reprendre ce rôle sur la série de 2005. En effet, Ayumi Watanabe est un artiste très polyvalent. Sur son premier film Doraemon sorti en 2006, il fait le scénario, la réalisation et le storyboard. Il n'hésite pas non plus à expérimenter en brisant les codes habituels et propose des approches nouvelles, que ce soit au niveau de l'utilisation de la 3D, du compositing ou bien de la supervision d'animation prise en charge sur le film par la légende Kenichi Konishi, animateur et designer de renom. Parmi ses influences majeures, notamment sur le plan de la mise en scène, on compte Hisao Takahata. En particulier, Ayumi Watanabe admire et réplique chez lui le fait que chaque détail serve un sous-texte émotionnel jamais énoncé explicitement. Après sa période Doraemon, il réalise des œuvres comme Space Brothers, Les Enfants de la Mer ou encore La Chance sourit à Madame Nikuko, des œuvres grandement appréciées pour leur réalisation. Mais revenons au trailer. Bien que celui-ci fasse une excellente première impression, le public reste perplexe, se rappelant de la situation qu'avait connue Zumsan. Un an et demi passe sans qu'aucune nouvelle information ne soit divulguée, et le 6 septembre 2025, le compte Twitter annonce que la série sort finalement en 2026. Et alors là, perplexité du public se transforme en pessimisme. Les parallèles paraissent de plus en plus évidentes entre les deux productions de Bug Films. L'information que Watanabe réalise aussi en 2026 deux autres animés conforte encore plus les pessimistes. Et cette accumulation du travail est assez inquiétante, parce que même si les projets ne sont pas tous exactement produits en même temps avec le même planning, la présence d'un assistant réalisateur sur les 3 projets montre bien que Watanabe ne peut pas assumer dessus pleinement ses responsabilités de réalisateur. Bon, si on doit un peu tirer du positif, ça permet de mettre en lumière des assistants réels, parfois très talentueux comme l'excellent Shun Shinohara sur l'Atelier des Sorciers ou le très bon Yu Harima sur Akane Banashi. Bref, les signaux ne sont pas tous négatifs, mais ils restent mitigés et la négativité du public à ce moment-là est tout à fait compréhensible. Le 20 février 2026 sort un second trailer, mais cette fois-ci avec une date fixe. Les 2 premiers épisodes de l'Atelier des Sorciers sortiront le 6 avril 2026. L'épisode 1 sort et c'est un quasi sans faute. Tout y est. Ayumi Watanabe storyboard l'épisode, accompagné de Yu Harima, son assistant sur Akane Banashi, en tant que réalisateur d'épisode. Chaque plan de l'épisode est méticuleusement bien animé, avec beaucoup de subtilité, notamment au niveau des mouvements ou de comment les objets interagissent. À souligner aussi la superbe supervision d'animation de la part de la chara designer de la série, Kaeri Unabara. D'ailleurs, vu qu'on parle des designs de la série, il faut dire qu'ils ont été méticuleusement bien travaillés, à tel point que Kamome Shirahama, la mangaka, a été appelée pour apporter ses corrections et avoir la vision la plus proche de celle du manga. Dès le début de l'épisode 1, toutes les bases sont posées dès l'introduction, avec les 1 minute 30 d'anime qui remplacent l'opening. Hisao Nanba se charge à lui seul d'animer cette longue séquence. C'est un animateur qui fait partie des réguliers de la production avec 2 autres que je veux citer ici. Un certain norvégien nommé Hova Shegesar Darle, qui lui aussi sur cet épisode 1 incorpore la philosophie d'une animation méticuleuse. Et William Lee, excellent animateur qu'on reverra plusieurs fois animer les climax des épisodes. Après 2 excellents épisodes, on s'attend à une rechute à l'épisode 3. Et au final, Katsuya Oshima, en charge de la réalisation et du storyboard de cet épisode, livre un épisode 3 tout bonnement exceptionnel. Il faisait déjà partie de ceux qui avaient fait une bonne impression sur la production de Zumsan avec son épisode 4, qui proposait un très bon storyboard et de bonnes compositions de plans. Dans l'Atelier des Sorciers, il réussit à dynamiser encore plus l'épisode grâce aux ajouts originaux de l'anime, couplés à d'excellentes séquences d'animation. En fait, en post-prod, je me suis refait l'épisode 3 et je crois que j'en ai vraiment pas assez fait. Malheureusement, il y aura pas de mixage sur cette voix. Vraiment, l'épisode de Oshima est vraiment exceptionnel. La séquence de Vercrek est vraiment phénoménale sur les corrections qu'il a apportées dessus, le volume qu'il donne dessus, c'est vraiment magnifique. En fait, je sais même pas quoi dire. La composition de plans, que ce soit sur le compositing aussi, tout est parfait. Comment c'est minutieux sur les actions, sur le bateau, sur l'eau, sur tout en fait. Genre vraiment, c'est trop beau les ajouts. Bref, voilà, juste un petit segment où j'avais juste envie d'en reparler parce que je trouve juste l'épisode 3 exceptionnel. Voilà. Cet épisode est aussi le parfait exemple de l'excellent travail réalisé autour de l'univers visuel qu'on peut découper en 3 points. Les décors, le color design et le compositing. Pour les décors, c'est une team de Kusanagi dirigée par Ryota Goto qui s'en charge. Le travail de Goto est vraiment à saluer, parce que déjà c'est la première fois qu'il obtient le rôle en tant que directeur artistique sur un projet, et il a su rendre un travail plus que satisfaisant. Pour montrer son engagement, il a même dit avoir délibérément refusé d'imposer son style personnel. Tout au long de la production, il a essayé de respecter un maximum les intentions du réalisateur et de l'autrice, allant jusqu'à discuter avec elle sur les choix de texture et de couleurs pour ses décors. L'exemple qu'il a donné en interview est celui de la
la boutique, où son choix personnel aurait été plutôt de faire du gris-pierre, mais il a finalement suivi le conseil de mettre du vert, car la couleur avait une vraie signification. Ensuite vient le color design, afin d'harmoniser l'incrustation des personnages au décor. C'est Naomi Nakano qui en a eu la charge. Fondatrice du studio de colorisation Stella, elle fait partie des meilleurs color designers et une des plus proactives de l'industrie. C'est elle qui définit la palette de couleurs générale afin de suivre au mieux l'ambiance voulue par le réalisateur de la série, en créant les color design des différents personnages et accessoires. C'est une artiste réputée que vous avez pu voir par exemple récemment sur le film Chainsaw Man. Pour finir, il y a le compositing du tout petit studio KanoEne, dirigé par Tadashi Kitaoka, qui harmonise le tout pour créer un univers vraiment marquant et impactant visuellement. Poursuivons sur les épisodes en parlant du 4ème. Pour ma part, c'est clairement celui-là qui m'a le plus surpris. Il est storyboardé et réalisé par Masamitsu Abe, qui montre dedans toute l'étendue de son talent et de son amour pour le cinéma. Une excellente introduction qui explique bien les différents éléments de l'univers, avec l'eau, la terre, le vent ou encore le feu. Je trouve que c'est un épisode beaucoup plus expérimental dans son cadrage et sa réalisation que les autres. Par exemple, pendant la course-poursuite avec le capuchon, pour créer de la tension, il joue avec les ombres et la colorimétrie, et réussit à appesantir encore plus l'atmosphère avec des plans au cadrage sobre et à dominante de gris désaturé. Mais l'élément le plus impressionnant vient de Masamitsu Abe lui-même, qui bien que présent dans l'industrie depuis 2018 minimum, n'en est avec cet épisode de l'Atelier des Sorciers qu'à son deuxième épisode en tant que réalisateur et storyboarder. C'est donc pour moi un artiste à surveiller de plus près dans les années à venir. Je ne vais pas citer tous les épisodes de la série, mais bon, je me devais quand même de citer le 5ème, parce que c'est sûrement l'épisode le plus apprécié et attendu de cette saison. À la réalisation et au storyboard, on retrouve une personne dont j'ai parlé au début de cette vidéo, Kazuki Kawagoe. Même s'il est épaulé par Ai Hasegawa en tant qu'assistant, l'épisode nous montre encore une fois toute la folie du talent de Kawagoe. Un storyboard qui réunit absolument tous les points positifs des autres épisodes. Des plans de cadrage intéressants, une animation minutieuse et un climax exceptionnel, avec les musiques composées exprès pour ce moment, avec quelques ajustements faits par Kawagoe dans son storyboard au niveau de certains cuts et timing d'animation pour coller parfaitement. Ajoutez à ça le dragon magnifique animé en 2D et supervisé par Junpei Fukushi, ou encore les nombreuses superbes corrections sur les personnages d'Atsuko Nakajima, qui est venu corriger 120 cuts au total. Bref, c'est un épisode qui marque et qui montre une nouvelle fois, après son premier épisode de Zomsan, la richesse et l'inventivité de Kawagoe en tant que réalisateur. Quand une série se veut aussi ambitieuse et que les ressources viennent à manquer, le studio a souvent recours à la sous-traitance d'épisodes, et l'Atelier des Sorciers n'en fait pas exception, avec sur 13 épisodes, 4 sous-traités dont 3 d'affilée. En général, c'est pas quelque chose que t'as envie de voir sur ta série, car c'est souvent synonyme de perte de qualité, mais ce n'est pas toujours le cas. Et encore une fois, la production a la chance d'avoir eu d'excellentes sous-traitances. Par exemple, l'épisode 11 de Hayato Sakai, storyboarder et réalisateur du studio Snowdrop, qui est un studio de sous-traitance réputé et qui a aidé à plusieurs occasions notre réalisateur Ayumu Watanabe, que ce soit sur Summertime ou encore à Kanebanashi. Mais le plus intéressant reste l'épisode 6, sous-traité à Production IG, avec comme réalisatrice la française Claire Barbou-Descourrières, qui a livré un épisode parmi les meilleurs épisodes de transition de la série. Mais c'est là où l'on peut commencer à un peu réfléchir sur certaines conditions auxquelles le studio a dû faire face. Bien que le projet est au global très propre et presque irréprochable, on ne peut pas passer à côté du fait que les conditions en interne ont quand même dû être compliquées. La beauté du projet nous ferait presque oublier qu'il a été décalé de plusieurs mois, et que même si la production a eu la chance d'avoir d'excellents épisodes sous-traités, ce n'est pas quelque chose de normal d'en avoir autant pour si peu d'épisodes. C'est le signe d'un manque de ressources humaines et de temps qui les a empêchés de faire les rotations voulues avec leurs équipes. La stratégie de faire autant de sous-traitance est une lame à double tranchant, et la saison 2 pourrait ne pas avoir autant de chance que la 1. On observe déjà certains changements entre la saison 1 et 2 annoncés, avec par exemple un changement de studio au niveau du compositing. La saison 2 fait donc un changement et confie cette tâche à l'équipe de Naotaka Watanabe du studio réputé Hasai Productions, qui, de leur côté, ont largement la structure pour assurer toute la série. Sûrement une prise de conscience au vu de la difficulté d'assurer tous les épisodes en interne pour un studio aussi petit que KanoEne. La saison 1 a vu plusieurs studios de compositing différents être aux commandes des épisodes. L'Atelier des Sorciers est en discussion depuis 2019, donc depuis une époque où le studio Bug Films n'existait même pas. Ça ne veut pas dire, et ça ne l'est pas, que la production a commencé il y a 7 ans, mais qu'ils réfléchissent à adapter le manga depuis un certain temps, et que par chance c'est tombé entre ses mains. Kojima avait pour but avec ce projet de mettre sur le devant de la scène son studio et les talents qui gravitent autour de lui. Bien que Zomsan ait formé un écran de fumée noire autour de la gestion du studio et des problèmes internes, l'Atelier des Sorciers a su dissiper cette fumée grâce à la lumière qu'est cette première saison. Une lumière qui a réussi, comme le voulait Kojima, à faire briller ses talents et à produire une saison d'animation remarquable. On ne pourra jamais réellement connaître toutes les conditions dans lesquelles ont été produites ces deux œuvres, mais gardez à l'esprit que l'Atelier des Sorciers, aussi beau a-t-il été, reste l'arbre qui a poussé pour cacher la forêt.